Alors avant de commencer le podcast, je tiens à te faire part d'une nouveauté qui vient d'être mise en place sur Café Trailer et sur YouTube. J'ai ouvert un Patreon. Alors Patreon, qu'est-ce que c'est? C'est un financement participatif, ça commence à être un petit peu connu et réputé en France. Et ça vous permet de pouvoir soutenir mon travail car je souhaite continuer le plus longtemps possible de cette activité-là de création de contenu autour du trail pour favoriser le trail, l'environnement, les régions, faire en sorte que les gens se bougent et se bougent bien, en donnant les meilleurs conseils possibles, en améliorant toujours la qualité des contenus que je peux proposer. Et pour cela, eh bien, ça passe par un financement. Alors le financement, comment est-ce qu'on l'obtient? Eh bien, il y a un des moyens d'obtention, c'est le financement participatif. Alors vous verrez un lien dans chaque description de toutes mes vidéos et podcasts qui vous enverra vers le Patreon et qui vous donnera l'ensemble des contreparties que vous pouvez avoir en fonction du montant que vous souhaitez ou pouvez mettre. Merci beaucoup à tous pour votre participation et je vous laisse avec mon échange avec mon invité. Alors aujourd'hui je reçois Maud Matisse, très connue dans le monde du trail parce que Maud c'est tout simplement la meilleure traileuse du monde. Voilà. Alors selon la cote ITRA, c'est elle qui a la plus haute cote ITRA au monde, voilà, donc je peux pas vous dire mieux. Là, j'ai reçu quand même une invitée qui est vraiment très performante en trail. Elle nous raconte son parcours, comment est-ce qu'elle en est venue à faire un temps tout à fait honorable, mais qui reste dans le ventre mou du trail, donc notamment sur la course mythique de Sierzinal, à avoir le record de cette course en quelques années. Enfin, même plusieurs années, ça n'a pas pris, c'est pas venu du jour au lendemain, mais elle nous raconte son parcours, elle nous donne aussi ses meilleurs conseils, elle nous donne aussi ses astuces pour se guérir de ses blessures, parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de se faire des entorses, et nous donne aussi ses petits trucs et astuces pour l'entraînement, comment est-ce qu'elle programme son entraînement. Quelle est sa vision du trail? Comment est-ce que le trail a évolué? Parce qu'elle est dans le milieu depuis 2007, avec bien des années d'athlétisme, même avant. Voilà, on parle de tout ça avec Maud, sur un ton qui est très léger. On a beaucoup rigolé avec Maud, c'était un très bon moment. Donc je vous souhaite une très bonne émission. C'est parti! Bonsoir à tous, bonsoir Maud, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu Maud ce soir? Bonsoir à tous, ça va super bien, je suis en pleine forme, enfin un peu fatiguée quand même, mais nickel. Bon, très bien. Eh ben, écoute, j'espère que tu auras quand même l'énergie ce soir de nous envoyer toutes les réponses que les personnes pourront te poser, enfin les questions que les personnes pourront te poser ce soir en live. Alors Maud, durant toutes mes émissions Café Trailer, j'ai l'habitude de poser toujours la même question pour démarrer ces échanges. Est-ce que tu peux nous rappeler ton premier trail? Alors c'était en 2007, donc je commençais tout juste de courir. Alors je sais pas si on peut considérer comme un trail, mais c'était à Cerzinal. Hmm. Est-ce que ça va Cerzinal comme trail, comme premier trail, ou Ça on va, joue un autre? Ok, ça ça va. marche. Alors, j'avais fait 5h07, si ça peut dire quelque chose à certaines personnes. Hmm. Donc aujourd'hui, je mets 2h49, mon meilleur temps. Et ça avait été mais super long, super dur. J'avais marché quasi tout le parcours. Je me rappelais que je disais à tout le monde, c'est quand la descente, c'est quand la descente, c'est quand la descente. Puis en fait, elle venait jamais. Et voilà, j'avais même été très mal à l'arrivée, et vomi tout ce que je pouvais. Voilà, super D'accord, souvenir. donc ça c'était en 2007, c'est ça? 2007, ouais, tout à fait. D'accord. Et c'est vrai que en regardant un petit peu ton palmarès sur l'ITRA, j'ai vu que tu avais fait beaucoup de fois cette course, la Sierzinal. Qu'est-ce qu'elle représente de particulier pour toi, cette course? Bah, on va dire, c'est la course mythique qui est pas loin de chez moi, donc à 1 heure de route. C'est un peu le temps de référence. C'est comme un marathon sur route hein, pour les coureurs. Donc c'est intéressant de voir chaque année l'évolution. Alors je l'ai pas faite chaque année, mais ça permet de voir la progression. D'accord. Et c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. J'ai jamais eu l'occasion d'y aller sur cette course-là. Elle a vraiment, enfin, je sais pas, visible, enfin, vu de l'extérieur, il y a l'impression qu'il y a toute une ambiance, quelque chose qui s'y passe, quoi, quelque chose de particulier qui s'y passe.
Tout à fait. C'est vraiment, c'est très convivial. Euh, à l'arrivée, il y a, voilà, c'est la fête, hein. Souvent, on finit tard le soir. Pour les coureurs élites, enfin, avant, je savais pas, je connaissais pas ça, mais maintenant, je peux le vivre. On peut même dormir 3, 4 nuits avant la course. Donc, ça nous fait des petites, on guillemets, vacances, hein. Et ouais, c'est vraiment, ils sont très très accueillants, on va dire. Ouais, voilà. Donc c'est une D'accord. super course. Et en plus, au niveau, c'est un terrain qui me convient bien parce que il faut être très polyvalent, il faut être fort dans les montées, il faut avoir une belle foulée, on va dire, sur la partie plate entre guillemets. Et puis il faut être comme bon descendeur parce qu'il y a comme 800 mètres de descente à la fin. Donc voilà, j'aime beaucoup cette course. D'accord, ok. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de connaître souvent le parcours des trailers, surtout quand ils en sont arrivés à un niveau comme le tien. Parce que je rappelle quand même pour ceux qui ne le savent pas que tu as la meilleure cote ITRA féminine au monde, donc ce qui est quand même pas rien du tout. Et comment est-ce que tu arrives, enfin comment est-ce que tu en es arrivé de 2007 arriver avec un temps classique à une course comme Sierzenal à arriver à un temps qui est juste stratosphérique sur cette course-là par exemple, et comment est-ce que ta progression s'est faite durant toutes ces années? Moi déjà, je viens pas de n'importe où parce que j'ai fait 10 ans d'athlétisme. En faisant un peu toutes les disciplines. Et puis, je crois que j'ai pas de remède miracle. Voilà, je me suis entraînée de plus en plus. Au début, c'était juste 2 fois par semaine. Maintenant, j'en suis à entre 6 et 9 fois par semaine. Euh, je me suis toujours entraînée seule jusqu'en 2007. Et à partir de 2007, j'ai pris un coach qu'est-ce que je dis? Pardon. Je me suis toujours entraînée seule jusqu'en 2017. Ah, Voilà. Mais après, j'ai pris un coach voilà, pour essayer de passer un palier supplémentaire et puis de plus rester dans ma zone de confort. Parce que bien sûr, quand on est seul, on reporte toujours les séances difficiles, hein. Euh, ouais, je sais pas. J'écoute aussi beaucoup de conseils à gauche, à droite. J'essaye de faire un mix de tout ça. Et puis voilà quoi. Ben c'est vrai que quand on progresse chaque année, ça donne envie de plus encore s'entraîner, de continuer sur ce chemin et puis on voit que les entraînements payent, donc voilà, on continue et on fait toujours plus. Après, je suis pas quelqu'un qui m'entraîne énormément non plus. Je sais m'écouter. Je choisis mes compétitions pour être à chaque fois en forme. Et puis, une chose importante aussi, c'est que j'ai arrêté de travailler. Donc, j'étais infirmière. J'ai arrêté de travailler en 2012 pour me consacrer au sport. Donc, ça aide aussi beaucoup pour la récupération. Et voilà, j'ai arrêté au moment où j'ai eu mon premier enfant. Bah, ça a commencé à faire un petit peu trop. Il fallait faire des choix. d'accord. Et comment est-ce que tu as organisé cette transition-là? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu avais déjà un sponsor qui te suivait à cette période-là tu avais peut-être Salomon qui te suivait ou quelqu'un d'autre? Alors, pas du tout. J'avais juste des petites aides, on va dire, mais c'était même pas des sponsors. C'était des fois des gens qui me faisaient un don comme ça. Mais le sponsor principal, c'était tout simplement mon mari. Voilà, donc on a tourné au fait avec son salaire. Voilà. D'accord, donc ça c'est quand même une histoire qui est assez incroyable, c'est que vous croyez suffisamment en ton projet pour pouvoir vivre sur un seul salaire, et puis tu as pu bénéficier du soutien total de ton mari sur ta passion, c'est génial. Exactement. Alors voilà, donc en 2012, on s'est dit bon, je refais. Là, j'ai commencé à faire des compétitions internationales, donc tant en course de montagne qu'en ski alpinisme, mais plus ski alpinisme, hein, parce que ouais, c'est vrai que j'ai pas parlé du ski alpinisme, mais j'en ai fait à haut niveau entre 2012 et 2017. Donc parallèlement à l'été les courses de montagne, et ça faisait trop en fait parce que fallait que je travaille les week-ends ou alors j'étais en compétition, après fallait que je rattrape mes heures de travail, il fallait quand même être à la maison pour l'enfant, donc voilà, ça faisait trop. Et puis là mon mari m'a dit bah écoute, moi je continue pas comme ça, c'est soit t'arrêtes le sport et puis bah on continue notre vie pépère, soit bah tu te mets à fond dans le sport et puis on se laisse 2 ans.
on regarde comment ça évolue. Et puis si ça va pas, je reprends le travail. Et puis en fait, voilà, j'ai jamais repris le travail parce que ça a fait que de progresser et voilà, de porter ses fruits. Génial. Et comment est-ce que tu vois, en fait, t'as senti l'évolution de ta progression comme ça? Parce que c'est vrai que quand on commence un nouveau sport, la progression, elle est assez rapide. Quand on arrive à un niveau d'excellence, les progrès sont beaucoup plus lents et ça avance de petit palier en petit palier. Comment est-ce que tu vis ça maintenant au quotidien ou à l'année ou à la saison de cette petite progression comme ça là? C'est vrai que, on va dire que la motivation, c'est maintenant de garder les chronos, peut-être d'améliorer, ouais, d'un tout petit peu, mais surtout de pas régresser, parce que je vois que je vais plus pouvoir non plus grappiller 5-10 minutes. Après, c'est vrai que chaque année, je me disais, non, mais là, je peux pas aller plus vite. Cette fois, j'ai atteint la limite. Et puis Hmm. chaque fois, j'arrivais à grappiller quelques minutes, donc c'est gratifiant. Puis je dirais qu'il y a aussi une autre source de motivation, c'est que je varie énormément mes courses, enfin, on va dire mes objectifs, à part des compétitions clés où je suis un peu obligée, on va dire, d'y participer, comme la Golden Trail Series ou des courses mythiques comme Cerzinal. C'est que mes objectifs, je les change. J'ai eu mon objectif sur marathon, route. Après, voilà, si tout d'un coup je vois que je stagne vraiment, je vais me relancer sur des kilomètres verticaux, ou alors peut-être des plus longues courses, des trails de 50, 60 kilomètres. Voilà, si vraiment je commence à voir que je stagne, je oriente un peu mes objectifs pour avoir une autre source de motivation. D'accord. C'est vrai qu'en regardant un petit peu les courses auxquelles tu avais participé, j'ai vu que tu n'avais pas fait d'ultra trail. Enfin, du moins, j'en ai pas vu. Euh, Pourtant, souvent, quand on commence le trail comme ça, il y a une tendance actuelle. Je sais pas si c'est vraiment actuel ou si ça a toujours été comme ça, mais tous ceux qui commencent le trail avec des petites distances, souvent se placent des objectifs de tiens, je vais augmenter d'un palier dans les distances. Toi, ça n'a jamais été ton cas. Pourquoi? Alors, j'aime pas courir longtemps. Au bout de 2, ouais, 3 heures, je commence à saturer. J'ai plus beaucoup de plaisir, et autant dans les compétitions que dans les entraînements. Donc voilà, pour l'instant, c'est pour ça que je reste sur les petites distances. Mais j'ai eu fait au tout début de ma carrière, on va dire, j'ai fait beaucoup plus de longues distances, comme des 50, 60 kills. Ça me plaisait. C'est un autre effort, c'est plus dans la gestion, même si ça reste encore assez court, hein. Les ultra-trailers, ils devraient rire s'ils m'écoutent. Mais ça me titille. Je mets pas une croix dessus parce que je pense qu'un jour, je vais refaire du long. D'accord. Mais c'est bien ce discours-là, parce que c'est vrai qu'on a tendance à un petit peu, alléluia, ceux qui font de l'ultra, et puis à un petit peu mettre dans un palier inférieur les gens qui font des trails courts, alors que pour moi, c'est clairement deux sports différents. Comment tu le vois, toi? Oui, tout à fait. Je dis, les ultra trails, c'est vraiment, c'est pas tellement. Ouais, alors bien sûr qu'il faut bien courir, mais c'est pas la performance sportive, c'est beaucoup plus la gestion de l'alimentation, du sommeil, des blessures, des petits soucis musculaires ou au niveau des cloques et tout ça. Donc c'est vraiment, c'est très global et puis ce n'est pas seulement la performance sportive. Hmm. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment un autre sport pour moi. Ouais. Mais je suis content aussi parce que souvent je reçois des ultra trailers, des gens qui font toujours dans les distances, toujours plus, toujours plus. Et je suis content aussi mais j'ai reçu Thibaut Barognan aussi, qui est un petit peu Oui. dans cet esprit-là aussi d'aller vite, pas longtemps. Ouais, tout à fait. C'est vrai. Alors, je vous le disais en tout début d'émission, vous pouvez poser, n'hésitez pas, vos questions à Maude. Alors, il y a Cédric qui te demande, Maude, tu parles de chrono, tu as fait une croix sur les JO de Tokyo, envisages-tu une qualification pour Paris 2024? Bonne question. Oui, alors tout à fait. Le marathon est toujours dans ma tête. Et puis, je vais me retester pour essayer de me qualifier pour Paris 2024.
tout à fait. Ok. Et tu as quel objectif en termes de temps sur un marathon? Alors bon, mon meilleur chrono, j'ai fait 2h30 40 et je sais que pour une participation pour les JO, c'est 2h29 30. Alors je viserais, ce temps-là. D'accord. Alors, c'est marqué juste derrière. Ici, moi, c'est la planète Trail. Et en termes de référence sur route, je suis zéro. Les meilleures féminines en marathon, c'est quoi pour ceux qui se rendent pas compte comme moi? Alors c'est un monde, hein. Moi je suis vraiment, nulle, hein, sur route. Les meilleurs temps, c'est 2h18, 2h19 pour les meilleures mondiales. Et puis, comme Mais on disait elles ont tout à l'heure, faut aller les elles ont chercher des minutes qui restent. ouais, elles ont pas la même couleur de peau. Souvent, hein, ça vient de Kenya, Éthiopie ou des Ouais, pays. Ouais. ouais, tout à fait. C'est vrai qu'ils ont des conditions favorables aussi pour s'entraîner. Et puis, c'est tout un univers aussi chez eux. Ça doit être. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'aller t'entraîner peut-être là-bas. Non, jamais, mais c'est vrai que voilà, ils sont nés pour courir. Ils là-bas, ils font des kills pour aller à l'école et puis, j'avais lu, une fois comment? Un livre, pas un livre, mais bref. J'avais vu, enfin voilà, qu'ils avaient des tout ce qui est tendineux, musculaire, ils ont, un ouais, ils sont faits pour courir. Hmm. Ils ont comme des ressorts dans les tendons, voilà, c'est beaucoup plus dynamique que chez nous. Ah, c'est vrai que ça se transmet de génération en génération. Une anatomie qui est faite pour Voilà, aller vite et longtemps. tout à fait. Ouais, bah ouais. Et du coup, souvent aussi, quand je reçois des élites qui performent, je me rends compte qu'ils ont toujours performé. C'est-à-dire que, par exemple, Lucas Papi, pour prendre son exemple, la première fois où il a participé à une course, il a fini 30e. Alors 30e, on n'est pas dans le top du top, mais c'est quand même un Ouais, beau classement. tout à fait. Euh, Personnellement, j'ai jamais fini 30e d'une course. Est-ce que toi, ça a été ton cas? Alors, tu disais que sur Cirzinal, tu avais fini avec un chrono de 5 heures et quelques sur ta première participation, mais est-ce que tu penses qu'il y a cette part quand même génétique qui fait qu'on a des prédispositions et puis qu'on est bon ou pas à un sport et on a une capacité ou pas à terminer finalement dans l'élite? Oui, tout à fait. Il y a une partie génétique, une partie de l'entraînement, une partie mentale aussi. Mais alors, moi, j'ai commencé vraiment, on va dire, j'étais dans le peloton, hein, j'étais pas devant, mais rapidement, je me suis démarquée. Rapidement, j'ai progressé. Je m'entraînais avec mon mari, hein, c'est lui qui m'a initiée à la course à pied et au ski alpinisme. C'est avec lui que j'ai commencé. On s'entraînait ensemble, mais moi, j'ai progressé beaucoup plus vite que lui. Hmm. Donc voilà, une partie génétique, c'est sûr. Mon papa, il courait des marathons en 2h20. Donc voilà, c'est quand même familial. Et puis, quand je faisais de l'athlétisme, on me disait toujours, ah mais toi t'es pas rapide, il faut que tu sprintes, il faut améliorer ta vitesse. Et voilà, je pense que musculairement, j'étais faite pour l'endurance et pas pour des sports explosifs. Hmm. Bah, finalement, du coup, en ultra, tu serais peut-être encore meilleur. Peut-être. Après, je pense que c'est le mental qui lâcherait. Et aussi, moi, aussi peut-être tout ce qui est tendineux, parce que je vois, je sais pas si c'est avec l'âge ou avec les entraînements, mais je viens de plus en plus sensible à des petits bobos par-ci par-là. Donc chapeau ceux qui font de l'ultra trail parce que ouais bah il faut encaisser quoi, faut encaisser les kills. Alors, en parlant justement de blessures, d'accompagnement, comment est-ce que toi, tu es accompagné, suivi au quotidien et pas juste dans le cadre d'une course où on sait qu'il y a souvent un staff qui accompagne un athlète. Au quotidien, est-ce que tu as qui t'accompagne pour que tu arrives à ce niveau-là? Alors j'ai une ostéo qui me suit et je peux aller régulièrement chez elle. Mais autrement, je sais pas plus que tout le monde, hein. Je vais me faire régulièrement masser, régulièrement, on va dire une fois tous les 2, 3 mois chez un masseur. Et puis autrement, je demande à mon mari de me masser les jambes. Autrement, je fais aussi moi-même hein, avec les rouleaux là, c'est Black Roll.
Et puis, beaucoup, beaucoup de stretching, yoga, choses comme ça, exercices de mobilité. Mais pas, voilà, j'ai pas beaucoup plus que les autres, j'ai l'impression. D'accord. Et du coup, j'en profite pour rebondir sur ce que tu dis concernant le yoga. Et tu penses que le yoga, il y a vraiment toute une mode en ce moment sur ce sport-là. C'est favorable pour l'entraînement du trailer en général. Et, euh, et quel est ton point de vue, ton avis sur justement la question de tout ce qui est étirement avant, pendant, après un effort? Alors, bon, déjà, le yoga, il y en a des sortes, ouais, on dit qu'il y a vraiment toutes sortes de yoga. Alors, je sais pas si je fais vraiment du yoga. Moi, c'est plus étirement, mobilité. Donc, je fais pas avec la respiration, choses comme ça. Avant l'entraînement, je fais pas parce que je trouve que ouais, ça endort les muscles ou, enfin, il faudrait faire quelque chose de très dynamique. Et moi, j'aime mieux faire une sorte de stretching, quoi. Donc, après, donc avant l'entraînement, je déconseillerais, mais après l'entraînement, mais plutôt pas tout de suite après. Quand il faut pas rester chaud parce qu'on risque d'étirer trop loin, enfin de trop étirer les muscles parce qu'ils sont chauds, voilà, on sent pas la même douleur. Moi, je le fais vraiment à distance des entraînements, le soir, devant la télé, tranquille. Je dirais 2, 3 fois par semaine, durant une vingtaine de minutes. Des fois, je fais pendant 40 minutes, puis des fois, c'est juste 10 minutes. Et puis, par contre, je pense que tout ce qui est exercice de mobilité, les hanches, ouais, je fais aussi ça sur le fitball, là, ces Swiss ball, ces gros ballons. Ça, c'est super important pour les trailers parce qu'avec l'âge, on devient raide. Et en tout cas, moi, j'ai beaucoup de soucis avec les hanches et puis ça m'aide beaucoup pour continuer à bien m'entraîner. Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. On a le même âge, Maud, hein, donc On n'est je pas vieux, hein, confirme. mais 87, très très grand cru. ouais. Je confirme qu'avec l'âge, on récupère moins bien et puis ça devient un petit peu plus compliqué. On se blesse aussi. Des fois, on pouvait aller s'entraîner ou taper dans un ballon sans forcément s'échauffer avant. Ouais. Et puis plus on vieillit et moins c'est possible. Donc je confirme que c'est vrai. Et c'est vrai, j'ai aussi remarqué, il me faut quand même bien 15, 20 minutes maintenant de footing avant de me sentir à l'aise. Avant, je pouvais partir comme ça, Mm. presque déjà prendre un tempo assez rapide. Maintenant, il me faut quand même ouais, 15, 20 minutes avant d'aller plus vite. Ah, c'est sûr, mais bon, on s'adapte. Mais oui, puis on continue à courir. Bien sûr. Encore ça, encore Alors, une tant fois. qu'on est dans la question un petit peu santé, il y a Elodie qui demande, tu t'es fait récemment une entorse. Est-ce que cela t'arrive souvent et quel est ton protocole pour récupérer rapidement et surtout tes conseils pour bien guérir? Alors, oui, les entorses. On va dire que je m'en fais une par année. Enfin, c'est vrai que ces 3 dernières années, je me suis fait une par année, mais chaque fois, je la fais comme il faut, avec déchirure, la totale. Donc, qu'est-ce que je fais? J'essaye de rentrer le plus rapidement possible à la maison et mettre de la glace tout de suite et surélever un peu mon pied. Et après, j'utilise les patchs Steamcar. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a entendu parler de ces patchs qui, voilà, vous pouvez aller sur le site internet et j'enveloppe en fait mon pied, enfin ma cheville avec ces patchs. Et puis après, moi je suis quelqu'un qui arrête de courir, donc parce qu'il y en a qui continuent à courir avec les entorses. Non, moi je m'arrête jusqu'à ce que j'ai quasi plus mal. Je fais du vélo à la place, si je peux, si ça me fait pas mal. Et puis, normalement, ouais, une petite semaine, je peux de nouveau recourir. Après, il faut, quand on est sujet aux entorses, alors une fois par année, c'est pas énorme, mais si on est sujet aux entorses, je préconise de vraiment faire de la proprioception, renforcer tous ces petits muscles autour des chevilles. Et puis voilà, quoi. J'ai pas de remède miracle. C'est vrai que tu fais bien de parler de ce sujet de la proprioception parce que je trouve que ça fait partie de ces choses qui sont vraiment nécessaires à la progression d'un coureur, d'un trailer, surtout en trail, hein, où on est vraiment sujet à avoir des chevilles qui partent un petit peu dans tous les sens, même les genoux, c'est aussi fragile. Euh,
Et c'est des choses qu'on n'aime pas faire parce que quand on fait du trail, on aime bien aller en nature, aller courir dehors, se vider la tête. Voilà. Et pour autant, c'est des choses qui sont vraiment primordiales et dont on parle pas souvent et que c'est beaucoup plus efficace de faire de la proprioception, d'avoir des tendons bien solides plutôt que d'avoir des chaussures qui maintiennent bien le pied finalement. C'est clair. Et là, à chaque fois que je me suis fait une entorse, c'est quand j'avais des chaussures avec un bon amorti, un bon maintien, un peu plus lourdes. Mais c'est parce que aussi je sens moins le sol. Et c'est chaque fois avec des grosses chaussures que je me suis fait des entorses. J'aime beaucoup mieux les petites chaussures où on sent quasi les cailloux à travers, quoi. Et on a beaucoup plus de sensibilité. Après, c'est vrai qu'on parle de proprioception, mais chaque fois qu'on fait de la descente, il faut rester concentré et c'est un super bon entraînement pour renforcer ses chevilles. Il n'y a pas besoin de faire 5 fois par semaine de la proprioception. Rien que le fait de descendre dans des terrains plus instables, vous renforcez vos chevilles. Ah, c'est sûr qu'on a beaucoup de moyens de travailler ce sujet-là, mais c'est vrai que c'est vraiment nécessaire de le faire. Et il y a un autre sujet aussi qui revient souvent, et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué souvent dans les plans d'entraînement qu'on va trouver sur Internet. Il y a quelque chose qui manque, et Fleur fait très bien de nous en parler. Est-ce que tu fais du renforcement musculaire lors de tes entraînements? Oh oui, effectivement. Alors le gainage, le renforcement musculaire, c'est quelque chose qui est super important pour les trailers. Et pas forcément pour prévenir les blessures, mais pour éviter la fatigue, pour maintenir sa posture, maintenir sa foulée pendant la course quand on devient fatigué. Oui, alors moi j'en fais entre 3 et 4 fois par semaine, 30 minutes. Et puis c'est 30 minutes quasi non-stop. Je fais des 15 secondes ou 10-15 secondes de pause entre les exercices. Donc ça c'est vraiment je fais rien j'invente rien, hein, gainage normal, puis j'essaye de varier les exercices, d'aller chercher sur internet des autres exercices un peu plus durs, un peu plus instables, voilà. Super. Bah, merci pour tous ces conseils concernant l'entraînement. J'aimerais qu'on parte sur un sujet qui est vraiment particulier pour moi parce que c'est pas un trait de caractère que j'ai. Et j'aime beaucoup parler justement avec les athlètes élites parce que c'est quelque chose qu'ils ont énormément. C'est cette envie de gagner une compétition, de ne pas simplement être là juste pour terminer en bonne santé. Et cette volonté d'aller chercher la gagne, de vouloir, d'avoir la capacité d'aller se faire mal comme ça, garder le mental jusqu'au bout pour ne rien lâcher. D'où est-ce que tu penses que ça te vient cette envie de compétition? Là aussi, je pense que c'est la génétique. On a ça en soi ou pas. Bah, pour la petite anecdote, après, quand j'ai arrêté l'athlétisme, donc j'avais 18 ans, j'avais dit à mon mari, ah mais moi, je vais faire du sport, mais que pour le plaisir. Je veux plus mettre de dossard. J'en ai ras-le-bol des compétitions, voilà. Et au fait, 3 mois après, j'avais de nouveau un dossard parce que ça me manquait. J'avais besoin de cette adrénaline du départ. J'avais besoin je sais pas pourquoi, au fait. Est-ce que c'est pour essayer de me surpasser, déjà, les compétitions, je trouve que ça donne une motivation à l'entraînement. Parce qu'on sait pourquoi on s'entraîne, on sait pourquoi on souffre. On se dit, bah voilà, parce que j'ai envie d'améliorer mon chrono, j'ai envie de dépasser tel ou tel, voilà. Donc je trouve que c'est une source de motivation. Après, dans la compétition, d'avoir ce caractère, je crois que c'est inné. Je saurais pas l'expliquer. J'essaye quand ça va pas bien ou quand je vois que je suis loin derrière ou que voilà, j'arrive pas à rivaliser avec les meilleurs, ben j'essaye de penser à tous ces entraînements durs que j'ai faits, à toute la famille qui est derrière moi. Je me dis allez, vas-y, faut pas les décevoir, ou bien ah mais t'as pas fait tout ça pour finir 10e, vas-y croche. Voilà, c'est des petites choses que je me dis. Peut-être que c'est ça qui fait que j'arrive à accrocher, mais je pense que c'est autrement, c'est inné. Et est-ce que tu as ce trait de caractère-là pour tout? Par exemple, quand tu as fait ton école d'infirmière, est-ce que c'était important pour toi d'arriver dans les premières ou
Oui, alors j'ai peut-être pas autant qu'en sport, mais j'aimais pas faire juste la moyenne. J'aimais aller chercher des bonnes notes et puis être comment dans les studios, on va dire. Les tronches. Voilà. Et est-ce que tu penses qu'il y a une part d'éducation aussi dans ce trait de caractère-là? Est-ce que, je sais pas, peut-être que tes parents te poussaient, étaient eux aussi sportifs et puis aimaient bien la compétition? Est-ce il y avait de ça un petit peu? Alors, je vais pas dire qu'ils me poussaient parce qu'ils m'ont jamais poussé dans le sport, jamais poussé dans les études, toujours soutenu, mais jamais poussé. Euh, mais bah voilà, j'ai quand même vécu dans un monde de sportifs. Ma maman faisait de l'athlétisme aussi, mon papa aussi. Euh, Ils m'ont toujours appris la persévérance, pas abandonner à la première déception ou dès qu'on n'arrive pas, voilà, euh, premier échec. Mais non, ils m'ont jamais demandé d'exceller. Ok. Parce que ça, c'est vraiment, je trouve, la pire des choses, en fait, d'en tant que parent, de forcer ses enfants à aller pratiquer un sport. Il n'y a rien de pire pour dégoûter. Ouais, ouais, ça sert à rien, je Hmm. pense. Alors justement, en parlant d'enfants, donc moi je viens d'avoir ma deuxième qui vient d'arriver Waouh, il y a 2 semaines félicitations. maintenant. Euh, Comment est-ce que toi tu as vécu ce moment-là de la vie qui est vraiment très particulier, notamment quand on fait du sport à haut niveau en tant que femme? C'est quelque chose qui est pas évident pour la majeure partie des femmes de pouvoir gérer ces deux aspects-là. La vie de maman, notamment après une grossesse, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez impactant pour le corps de la femme. Et le retour, surtout sur l'aspect retour au sport, l'après, qui m'intéresse. Comment est-ce que tu as géré ça? Alors moi, bah, c'était super. J'ai vraiment des deux très bons souvenirs. Bon, la première grossesse, j'étais pas encore tout à fait au niveau que je suis maintenant. Donc, si je pouvais revenir à la compétition, bah, tant mieux. Si j'arrivais pas, c'était pas grave. Et puis bon, la deuxième grossesse, oui, là, j'avais envie de revenir. Mais comme la première grossesse, bah, c'était super bien passé, et puis j'étais revenue super vite, bah, j'étais confiante. Comment je suis revenue à la compétition? Bah, déjà, pendant mes deux grossesses, j'ai pu continuer à faire du sport. Pendant les 9 mois, jusqu'à 2 jours avant d'accoucher, enfin, j'ai pas couru jusqu'à la fin, non. Mais j'ai fait du sport tous les jours, du vélo, de la marche, du renforcement. Donc ça aide, à pas prendre trop de poids. Deux, bah, j'ai continué à solliciter mes muscles. Je me suis même fait une musculature un peu plus importante due au poids du bébé. J'ai conservé tout mon système cardiovasculaire, mon endurance. Et puis, bah, quand j'ai accouché, j'ai pu revenir très vite. 2 semaines après, bah, j'avais mon poids initial. Et j'ai pu recommencer les entraînements, on va dire, normaux, 1 mois et demi, 2 mois après avoir accouché. Et j'allaitais. Donc, bien sûr qu'il faut un petit peu plus s'écouter parce qu'il y a plus de fatigue. On sent aussi que, bah, voilà, il y a les ligaments qui sont assez souples, hein. On se blesse plus facilement. On peut avoir des petites tensions qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Il faut bien s'écouter, mais voilà, c'est faisable. Ouais. Mais c'est aussi une chance parce que la grossesse s'est super bien déroulée, hein. Et puis, parallèlement, j'ai aussi mis l'accent sur le renforcement du périnée, du plancher pelvien. Ça, c'est un sujet qui est tabou, hein, mais il faut vraiment mettre l'accent là-dessus si on veut pouvoir recourir, euh, ouais, sans être incommodé par des fuites urinaires. Donc, ouais, voilà. Je sais pas, moi, j'ai eu de la chance, hein, d'avoir deux grossesses qui se déroulent super bien. C'est vrai que quand tu dis que tu as repris ton poids normal d'avant grossesse après 2 semaines, je Ouais. pense que tu vas en faire rager plus d'une. Voilà, j'ai pris que 7 kilos pour le deuxième. Donc, il y avait déjà 3,5 kilos le bébé. Après, on compte le placenta, l'eau. Bah voilà, il y a tout qui est parti. Ni vu ni connu. Voilà.
Génial. Mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs ce sujet-là auprès de la population féminine est tabou. Et pourquoi est-ce qu'il y a très peu de sujets d'études sur l'impact hormonal aussi que ça a d'avoir une grossesse, de mettre au monde un enfant. Hormonalement parlant, c'est quelque chose qui impacte vraiment le corps. Et je ne sais pas pourquoi il y a trop peu d'études et de sujets qui sont faits à ce niveau-là. Ça vient gentiment. J'en vois de plus en plus. Et puis, on parle de plus en plus aussi de la grossesse, enfin du sport à haut niveau pendant la grossesse. Ça vient gentiment. Mais avant, c'était plutôt mal vu. C'était surtout, faut arrêter de faire le sport quand on est enceinte. C'était vu comme une maladie. Et maintenant, on parle beaucoup plus des bénéfices et puis de l'impact positif du sport sur la grossesse. Mais c'est vrai que quand je faisais du triathlon, j'ai vu ça, une du club qui faisait de la natation en étant enceinte de plus de 8 mois. Et c'est impressionnant, hein. Quand on la voit se mettre à l'eau, les regards se tournent, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais. Je crois que bon, moi j'ai eu beaucoup enfin pas beaucoup, mais j'ai eu des commentaires négatifs ou des gens qui me faisaient des remarques quand je faisais mes entraînements enceintes. Mais je crois il faut s'écouter. Et puis moi j'étais confiante, je me disais voilà, je fais plus de bien à mon enfant que de mal. Et puis faut s'en foutre en fait du regard des gens, quoi. Mais c'est pas facile, c'est clair. Ah, c'est sûr. Puis maintenant, tes enfants sont en bonne santé, donc c'est finalement la meilleure Tout à réponse fait. qu'on peut Ouais, leur apporter à ces gens qui exactement. t'ont fait ces commentaires-là. Ouais. Super. Et ben, en tout cas, je suis très content d'avoir abordé ce sujet-là parce que c'est la première fois en presque un an d'émission Café Trailer qu'on l'aborde. Donc, je suis très content de Cool. l'avoir abordé. Merci. Cool. De rien. Avec plaisir. Alors, j'aimerais qu'on parte un petit peu sur le sujet des compétitions à l'international. Quelle est pour toi la course qui te fait rêver, qui te fait envie? Tu te dis celle-là, si je la fais, si je la coche, j'ai réussi ma carrière sportive, une course que j'ai encore jamais fait. Alors ça, c'est une bonne question. Euh, pfou, j'ai fait tellement de belles courses. Ouais, je vois pas de course en particulier. Le seul rêve que j'ai, mais c'est pas du trail, quoi, c'est les JO sur marathon. Parce que c'est quelque chose que j'ai jamais expérimenté encore. J'aimerais vivre l'ambiance des JO. Après, et puis un long trail, genre l'UTMB, pour voir dans quel état je peux finir et pour comment dire ça, pour ouais, plus connaître mon corps, plus ouais, voir comment j'évolue, comment j'arrive à gérer toutes ces choses. Mais il n'y a pas une course en particulier qui me tente parce que je trouve qu'il y en a plein qui sont belles et puis et la plupart, voilà, je les ai pas toutes faites, non, mais celles qui sont assez prisées, celles qui sont renommées, j'en ai fait pas mal. Donc voilà, j'en ai pas une en particulier. Et alors, émotionnellement parlant, justement, comme tu en as fait beaucoup, laquelle t'as le plus marqué? J'en ai. Là aussi, c'est une question qui est difficile. Bah, Cerzinal, bon, je reviens à celle-là, mais c'est celle qui m'a vraiment émotionnellement marquée parce que je pensais vraiment pas battre le record de la course. Et ça faisait des années que je faisais cette course et puis jamais j'aurais pensé battre un jour ce record. Il datait de presque 20 ans, je crois, si je me trompe pas. Donc, c'était le jour où je l'ai fait, c'était juste incroyable. Et puis après, bon, il y a les courses comme la première fois que j'ai gagné les championnats d'Europe de course de montagne. Là aussi, c'était juste après, c'était au retour de grossesse. Et c'est un peu là que ma carrière a commencé, où j'ai commencé à avoir des podiums au niveau international. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué dans ma carrière. C'était en 2017. Voilà. Et alors, comment ça se passe justement quand on commence à faire des podiums? Comment est-ce que on se fait contacter par justement des marques, des sponsors, et puis il y a plein de choses qui doivent s'enchaîner après derrière? Comment ça se passe? Oui, alors déjà j'ai eu un petit peu
plus de sponsors. Enfin, j'ai fait des dossiers, donc c'est sûr que c'est plus facile d'être soutenu si on a des résultats, si on a un palmarès, si on est médiatiquement visible. Après, j'ai eu Salomon qui est venu en 2019, qui sont venus me chercher. Et puis après, c'est aussi plus facile de faire des courses, de voyager parce que les organisateurs, ils nous invitent. Voilà. C'est un peu un cercle positif, cercle le succès amène les courses amènent le succès. Enfin, voilà, quoi. Et alors, comment faire pour ne pas justement en faire de trop? Alors là, comme je disais au tout début, je sélectionne mes courses par rapport aux sponsors. Donc, il y a quand même un peu des obligations par rapport à la visibilité de la course. Et puis aussi par l'envie. Hein. J'aime bien aussi découvrir des nouvelles courses ou découvrir de nouveaux pays si j'ai l'opportunité d'aller faire une course à l'étranger. Mais j'essaye de pas en faire trop. Il y en a qui en font tous les week-ends, voire deux, trois par mois. Moi, je me limite à une par mois. Et il faut voir aussi le nombre de kilomètres, si c'est des petites courses, des longues courses. Après, voilà, il y a des périodes aussi où les courses s'enchaînent. Comme par exemple, là, dans 2 semaines, il y a Lola de Nuria. Après, 3 semaines après, il y a le marathon du Mont Blanc. Et puis après, une semaine après, je fais encore une course qui est chez moi, mais sans objectif. Alors, on peut cumuler quelques courses comme ça sur une petite période, mais il faut pas l'accumuler de mai jusqu'à septembre, quoi. Il faut savoir se reposer. Ouais. Et puis c'est aussi le fait qu'on sorte d'une période quand même assez déserte en Oui, termes de dossard, qui oui, fait que maintenant que les portes se réouvrent, on a envie d'y aller, quoi. c'est clair, c'est Mm. clair. Alors, il y a Fleur qui nous demande si tu as une anecdote rigolote quand tu es arrivé sur une course, qui t'est arrivé sur une course. Toute une anecdote rigolote. Euh, Mis à part que j'ai assez tendance à me paumer dans les trails. C'est vrai que j'ai eu au Népal lors de la finale de la Golden Trail Series en 2019. Je peux peut-être raconter celle-là où ouais, il y avait 42 kilomètres et puis je crois que c'était encore au 12 ou 13e kill, j'étais sur une route forestière. Donc voilà, l'envie d'y aller, on accélère, on allonge la foulée. Et puis j'ai pas vu un drapeau qui partait sur la droite. Et puis tout du long de la course, parce que au début j'ai lâché, je me suis dit bon je suis hors course. Et puis pour finir, j'ai réussi à reprendre le chemin et j'avais le même nombre de kilomètres sur ma montre. Et ils m'ont dit si tu vas jusqu'au point culminant, c'est bon quoi, tu peux continuer la course, tu seras pas disqualifié. Puis j'étais un peu bizarre, ouais, ça c'est quand même un peu bizarre, mais toute la course, en fait, j'ai fait en ambivalence entre je tire parce que je continue sur mon tempo parce que je vais être dans le classement. Et puis non, de toute façon, tu vas être disqualifié, donc ça sert à rien de tirer. Et les 42 kilomètres, je les ai fait comme ça. Et au final, ils m'ont disqualifié, mais ça a été un long débat entre eux. Ils savaient pas trop quoi faire de moi. Ouais, c'est toujours délicat d'aller disqualifier quelqu'un qui potentiellement allait arriver sur le Mais podium. en même temps, moi, c'est le jeu, quoi. C'était bizarre. Ça aurait été bizarre d'être dans le classement. Ouais, sans avoir fait la même course que les autres, Ouais, ouais. ça aurait été un petit peu bizarre, effectivement. Euh, Mais c'est vrai que ça, c'est un problème qui n'arrive pas aux gens qui sont dans le ventre mou derrière, parce qu'on a toujours des Il y a gens qui toujours sont du passés monde. là avant nous. Exact, Et exact. vous, c'est vrai que quand on est tout devant, ça doit être vraiment particulier, ça, de toujours être vigilant et de bien savoir où est-ce on va, parce que le débalisage vous concerne beaucoup plus que des gens qui sont derrière, finalement. Ben ouais, c'est vrai qu'il y a moins de monde et puis ouais, il faut rester concentré. Après, moi je me suis souvent perdue quand je rejoignais un groupe.
et puis que je me déconcentre, en fait, que je me repose sur ce groupe. Je regarde moins bien le parcours et c'est souvent là que je me perds. Donc, ouais, de toute façon, c'est de la concentration, hein, regarder. Et puis, je vois aussi avec la fatigue, tout d'un coup, quand on est sur une route ou un sentier qui est agréable à courir, ben voilà, on se relâche, on est fatigué, on n'a plus envie de trop se concentrer, puis on perd nos marques. Hmm. Ah, c'est sûr que c'est quelque chose de particulier et puis en même temps de rester dans sa bulle, rester concentré, et puis pour être bien dans sa course, c'est quelque chose aussi qui est important, mais en même temps regarder où est-ce qu'on met les pieds, où Tout est-ce à qu'on fait. va, etc. C'est tout un équilibre à trouver. Ouais, ouais. Ok. Ça, faut que j'améliore encore. Ben voilà, on disait tout à l'heure qu'est-ce qui reste à améliorer, ben on a trouvé. Ouais, bah ouais. Ouais, il y a plein de choses à améliorer encore. C'est ça qui est fabuleux finalement. Ouais, tout à fait. Alors, j'avais une question à te poser, mais figure-toi elle est partie. Ah, mince. Donc, je vais profiter de Nicolas qui vient tout juste de me poser une question. Maud, tu t'entraînes combien d'heures et kilomètres dénivelés par semaine? Alors, en termes d'heures, je tourne entre 10 et 15 heures. Donc 15 pour les grosses semaines. Donc c'est pas énorme, hein, pour une professionnelle. Kilomètres, bon bah ça dépend si je prépare un marathon, mais on va dire de moyenne entre 80 et 110 kilomètres. Donc pas non plus énorme. Et en dénivelé, je suis entre 2000 et 5000. Bah là, je viens de finir, en fait, j'ai fait un bloc, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait un bloc de 4 semaines, où là, j'étais à plus de 100 kilomètres par semaine et plus de 4500 de dénivelé. Mais j'ai vu que j'avais un peu atteint une limite, parce qu'après, j'ai eu un gros coup de fatigue. Donc, je peux pas aller au-delà. Et ouais, en moyenne, bah, ouais, on va dire 70, 80 et 2005, 3000 mètres de dénivelé par semaine. Et quand tu analyses comme ça l'efficacité de ton bloc, est-ce que tu fais ça par session de 4 semaines comme ça? Tu te dis, tiens, voilà, j'ai fait ça pendant ces 4 semaines-là, le rendu, c'est ça. Est-ce que finalement, il n'y a pas des choses à modifier ou est-ce que c'est vraiment finalement au jour le jour, à la semaine ou sur des périodes même plus longues? Non, alors bon, moi, déjà, c'est pas moi qui fais mes plans, j'ai un coach, hein, Thomas Hurtzeler, qui est l'entraîneur national des courses de montagne en Suisse. Donc lui, il planifie sur la saison d'abord, donc avec des périodes plus chargées, des périodes moins chargées, des périodes de compétition. Et puis après, c'est il n'est pas vraiment avec la méthode 3 semaines progressives, une semaine de récup, comme Hmm. souvent les gens font. C'est plus par bloc. Ben voilà, d'un coup, on fait 4 semaines, on fait du volume avec un petit peu d'intensité. Et puis, tout d'un coup, j'ai 2 semaines de relâchement. Euh, pendant ces blocs, c'est toujours le même genre d'entraînement. Donc, par exemple, le dernier bloc, j'avais une fois par semaine des 3 fois 15 minutes en montée rapide. Et puis un autre entraînement d'intervalle, c'était des 30 secondes de sprint en montée avec des longues sorties le week-end. Et puis tout d'un coup, hop, on change. Je fais pendant 4 ou 5 semaines. Et puis après, pendant les prochaines 4 autres semaines, je fais plus que les sprints. Et puis je fais plus du tout ces 3 fois 15. Maintenant, je fais plus du tempo course, comme environ 1 heure, 1 heure et quart, rapide, en guillemets, hein, tempo course. Et voilà, donc des fois, c'est un petit peu dur pour la tête parce que tu as toujours le même genre d'entraînement Hmm. pendant voilà, 5, même des fois 6 semaines. Mais ça me prépare gentiment pour les compétitions à venir. Ouais, donc chaque bloc de 4, 5, 6 semaines a un objectif de développer Ouais, une capacité, une compétence. tout à Et puis fait. ensuite, hop, on récupère et on passe sur une autre Et on passe à autre compétence et chose. ainsi de Ouais. suite. Et puis après, C'est ça intéressant. dépend aussi de l'objectif. Je me prépare toujours pour un objectif.
Donc, si la course, par exemple, le marathon du Mont Blanc, je sais que ce sera plus de 4 heures de course. Donc, les sorties, elles vont se rallonger pour cette course. Et puis après, je vise le prochain objectif qui sera, je sais pas, n'importe quoi, d'un coup, un 15 kills sur route. Alors là, je vais revenir à du plus rapide, du moins long. Enfin, chaque fois, je prépare l'objectif suivant D'accord. Ok, avec les ouais, c'est intéressant. spécificités de la course. Ok, merci pour cette précision. C'est vrai que c'est intéressant comme façon de faire. Effectivement, moi je suis plutôt 3 semaines, une semaine ou 2 Ouais. semaines, une semaine. Et, ok. Alors ma question de tout à l'heure m'est revenue. Je voulais qu'on parle des Açores que tu as fait, même très bien fait. Et alors je voudrais que tu nous parles un petit peu de cette aventure, de cette expérience qui était dans le cadre des Golden Trail Series. Qui est quand même quelque chose de particulier pour toi parce qu'il y avait quand même cette notion d'enchaînement sur 4 jours, si je me trompe pas. Oui. Avec la 5e journée, c'était la course qualificative de la première journée, c'est ça? On avait quoi? 4. Oui, c'est juste là, la première journée, Enfin, c'était 4 le plus 1. prologue là. Ouais. Voilà. Alors, comment est-ce que tu as géré cette course sur ce terrain qui est quand même sacrément particulier, très technique, c'était très humide, et cet enchaînement comme ça qui est quand même plus ça c'est plus à l'avantage des ultra trailers finalement qui ont plus l'habitude du long terme. Comment est-ce que tu as géré tout ça? Ouais, alors c'était la première fois que je faisais une course par étapes comme ça en course à pied. J'avais déjà fait ça en ski alpinisme, mais jamais en course à pied. Alors comment j'ai géré? Déjà, j'ai vraiment mis l'accent sur la récupération après chaque course, ce que je fais jamais d'habitude. C'est-à-dire que dès la ligne d'arrivée franchie, je buvais, mangeais tout de suite, je me posais, les jambes en l'air, je me changeais. Enfin voilà, c'est tout de suite récup. Et ensuite, une deuxième chose, c'est la gestion. C'est-à-dire que la première étape, on va dire qu'il y a aucune étape où j'ai été à fond. Il fallait toujours gérer, se dire demain il y a encore une autre course. Donc on se donne, mais jamais vraiment à 100%. Pas prendre de risques dans les descentes non plus, pas se faire mal. Surtout que voilà, les terrains, comme tu l'as dit, c'était c'était pas évident. Donc ouais, c'est vraiment je dirais que c'est les deux choses qui sortent, c'est ça, pour pouvoir tenir sur ces 4 jours. Ok. Et qu'est-ce que tu retiens de cette course, de cette aventure, de ce challenge? Alors, c'était super intéressant de voir comment le corps réagit parce que après 2 jours de course, on se dit que on va jamais réussir à faire encore 3 jours à fond, enfin à fond, voilà, de course quoi. Et au fait, le corps s'habitue. Et le pire, je pense, c'était le 3e jour. Mais après, j'ai l'impression que j'étais presque de mieux en mieux. Vraiment, les muscles savaient que le lendemain, il fallait repartir. Et puis, on se sentait pas léger, mais ouais, c'était presque facile de chaque fois, les 2 dernières matinées de repartir. Et une autre chose que j'ai appris aussi, c'est que j'arrive à gérer ce genre d'effort, que on a l'impression qu'on va jamais y arriver, que le matin quand on se lève, on se dit oh là là, mais c'est pas possible de courir encore 30 kilomètres. Et au fait, dès qu'on est chaud, on arrive. C'est tout dans le mental. Si on se dit que de toute façon on n'a pas le choix, il faut y aller, il faut rallier la ligne d'arrivée. Le corps il suit et c'était intéressant pour moi de voir que j'arrive aussi à tenir sur une longue course comme ça, par étapes. Surtout que j'ai pas l'habitude de faire des longues sorties. Comme je disais avant, moi je cours maximum 2h30. Après, je sature, j'ai envie de rentrer à la maison. Donc ouais, ça, peut-être ça m'a donné aussi des idées pour l'ultra trail. On y vient. Ok, super. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce circuit, ce challenge, qu'a monté Salomon
Ouais. pour favoriser aussi un petit peu dynamiser des circuits de trail court. Et puis aussi faire en sorte que les élites nationales, mondiales se réunissent en fait sur un même circuit. Tout à fait. Et c'est vraiment moi je trouve ça intéressant le système qu'ils ont mis en place. À voir Oui, ça comment ça regroupe, évolue. quoi. Ouais. Alors, je crois que, je crois pas que c'est secret, mais ils aimeraient faire ça une année sur deux. Une année, donc les manches de Golden Trail Series, comme il y a eu jusqu'à maintenant, hein, donc avec 6 courses, et une année sur deux de faire une Golden Trail World Championship, comme il y a eu dans les Açores. Et je trouve que l'idée elle est super intéressante parce que bah ouais, ça donne de la visibilité, ça regroupe tout le monde sur une semaine. Et autant, comme tu disais avant, les ultra-trailers, comme les coureurs de courte distance, c'est un mixte des deux. Donc, tout le monde peut y participer avec des ambitions de médailles, quoi. Non, c'est sûr, à mon avis, ça va évoluer dans le bon sens, Ouais, ce circuit-là. Et ouais, je trouve ça intéressant. ouais. En parlant d'évolution du trail, toi qui es dans le milieu depuis 2007, comment est-ce que tu as senti l'évolution de cette discipline et comment tu la vois à l'avenir? Bon, bah, je vais rien vous amener du neuf, hein, mais je pense que c'est en plein essor, quoi. Il y a de plus en plus d'adeptes. Avant, les trailers, on était un peu des fous. Dès qu'on faisait 40 km, même, ouais, 30 km dans la forêt, dans les montagnes, on disait, oh, mais pourquoi tu cours Ouais, c'est dangereux, quoi. Et puis maintenant, bah, en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est si on court sur route, bah, en fait, on nous regarde comme, oh, mais t'arrives à courir sur route, oh, mais c'est monotone. Voilà, les gens ont envie de découvrir, ont envie ouais, de partager des moments en montagne. Donc, c'est presque normal, au fait, de courir en montagne. Et là, il y a vraiment un gros changement de mentalité, je trouve. Et Dans le après, bon sens? ouais, dans le bon sens, ouais. Et comment je vois la suite, je pense que ça va continuer comme ça. Euh, de plus en plus de monde. Après, est-ce que les gens vont chercher toujours plus loin, comme tu disais, ils se mettent toujours des objectifs de plus longue distance pour aller tester leurs limites. Pour l'instant, la tendance, elle est comme ça. Est-ce que, je sais pas si les gens vont revenir après à faire des plus courtes distances et puis plus se regarder les chronos. C'est difficile à dire. C'est plus facile de se lancer des challenges sur longue distance ou sur des courses où il n'y a pas tellement de temps de référence parce que le parcours change que se dire, ah mince, ah, j'ai mis 10 minutes de plus que l'année passée, voilà, on voit la régression. Donc, c'est plus cool, au fait, de choisir des trails où les parcours changent tout le temps et puis comme ça, on n'a pas de point de comparaison. Ah, c'est tout à fait juste. Ça, j'avais jamais fait cette analyse-là de dire finalement pour l'ego, c'est un peu plus facile de se dire Ouais, bah, j'ai encore terminé un ultra ou j'ai augmenté encore ouais, un petit peu plus la distance plutôt que de se dire bah, j'ai pas fait ce qu'il faut pendant toute la saison d'entraînement pour gagner une demi-heure ou 10 minutes sur la même course que l'année dernière. ouais, exact, je sais pas. Ouais, c'est peut-être pour ça que les gens se lancent plus sur du long. C'est vrai. Bon, après, il y a aussi moi, je dis souvent que c'est de la faute des autres. Parce Oui, que à chaque fois que tu dis à quelqu'un, tiens, j'ai fait ce trail-là de 50 km, il va te ressortir le cousin qui a fait l'UTMB ou la diagonale. Donc, toi aussi, tu as envie d'être le gars qui l'a fait. c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est de la faute des autres si on y va, en fait. Non, mais c'est beau, c'est beau. Bon, bah écoute, Maud, on arrive déjà à quasiment la fin de cette heure d'échange qui est passée très très vite, encore une fois. Ouais. J'ai l'habitude de terminer toujours par deux questions. La première, c'est de savoir où est-ce qu'on peut suivre toutes tes aventures de cette année et des années à venir, si on veut suivre Maud sur les différentes courses ou ailleurs.
Alors, sur mon compte Facebook, Maud Matisse, ou Instagram, j'ai aussi un compte Instagram, j'essaye de mettre régulièrement des nouvelles. Et puis, j'ai aussi un site internet, www.maudmatisse.ch. Donc, on a maudmatisse.ch, où là, j'ai régulièrement des newsletters, et puis les réseaux sociaux qui sont dessus. Ok, super. Et la deuxième question que j'ai l'habitude aussi de poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2021. Et alors là, c'est ton moment. Tu peux dire ce que tu veux sur du trail, pas de trail, du pro, du perso. C'est ce que tu veux. Qu'est-ce qui pourrait se passer en 2021 pour que cette année soit réussie et accomplie comme tu le souhaites? Alors, bien sûr, plusieurs choses. Premièrement, pouvoir m'entraîner comme je le souhaite, donc sans blessure. Parce que, voilà, comme on disait avant, ça vient de plus en plus souvent. Et puis, gagner et faire des records sur les courses. Donc là, pour le marathon du Mont Blanc, c'est ça? Ouais, entre autres. Ok. Et ben, on suivra ça avec grande attention et grand plaisir. Super, merci à vous. Eh ben avec grand plaisir. Merci beaucoup Maud d'avoir participé à ce live pendant cette petite heure en ma compagnie et en notre compagnie parce que dans l'espace commentaire il y avait encore beaucoup de monde. Je suis désolé encore une fois, j'ai pas pu afficher l'ensemble des questions, mais merci beaucoup Maud. Merci à toi et puis merci à tout le monde qui nous ont suivis. C'était un plaisir. Et puis n'hésitez Génial. pas à poser des questions via ma messagerie si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Super, merci beaucoup Maud pour ta dispo. À bientôt. Ciao. Bonne nuit. Voilà, alors je vous avais pas menti, hein, cette émission était vraiment très très riche. Moi j'ai beaucoup apprécié mon échange avec Maud Matisse. C'était vraiment un super moment. J'espère que vous avez passé aussi un tout bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode et aussi à participer au Patreon pour soutenir mon travail. Moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine émission. C'était François et Maud. Bye bye.